Cédric Chauzer, je me retourne vers vous. On vient de voir en 2 minutes effectivement une situation ultra critique. Un pays qui déjà est difficile, c'est un pays enclavé, un pays montagneux, un pays où chaque ville, chaque village est difficile à atteindre géographiquement, un pays on voit où il y a un conflit extrêmement violent, on voit des images très fortes de bombardements, et un pays qui dépend déjà largement de l'extérieur pour ses approvisionnements, pour ses ressources, ses matières premières. Donc je crois une situation, on peut le dire, critique. Non, exactement. Les défis humanitaires sont énormes aujourd'hui au Yémen. On a une première frustration, je crois, avec MSF et le CICR, où on est une des deux seules organisations qui sommes restées pendant tout le temps de la crise avec un staff expatrié dans le pays. C'est qu'il y a une partie pour laquelle on peut essayer de répondre à cette urgence humanitaire. Mais je veux dire, c'est le sommet de l'iceberg. Pour la grande majorité des besoins humanitaires, la réponse première, c'est une réponse politique. Une réponse politique pour laquelle on peut travailler à essayer de faire de la mobilisation, à essayer de convaincre, mais comme activité directe, c'est quelque chose qu'on peut pas faire aujourd'hui. Alors, pour l'activité directe, de à quoi on peut répondre, il y a tout d'abord l'urgence médicale pour les blessés de guerre, pour les blessés qui sont touchés par cette nouvelle couche de conflit, importer des médicaments, pouvoir fournir MSF essentiellement, et le CICR aussi, des soins aux patients. On peut essayer de répondre aux populations déplacées. C'est très compliqué. Si on regarde les chiffres qu'on reçoit, on passe en termes de population déplacée de 80 000 personnes à 1 million de personnes. Et ça montre toute la difficulté d'avoir des données exactes par rapport à la situation au Yémen. Mais c'est une situation sur laquelle on peut essayer d'avoir une réponse humanitaire. Par rapport au CICR, on peut aussi avoir un dialogue sur la conduite des hostilités, on en reviendra un peu plus tard, et puis aussi l'accès aux détenus. Mais pour tout le reste, la crise humanitaire qui est à venir, ce sont avant tout des décisions politiques qui doivent être prises. Et là, je vais donner 3 exemples. Le fuel. Le fuel, c'est un réel problème au niveau du Yémen. Au niveau de l'importation de ce fuel et après la distribution dans l'ensemble du pays. Pour différentes raisons, les mouvements, l'électricité. Mais pour nous, les 2 principaux soucis qu'on a par rapport au fuel, sachant qu'il n'y a plus d'électricité ou quasi plus d'électricité au Yémen, ce sont les hôpitaux qui commencent à cesser de fonctionner faute d'électricité. Les machines de dialyse, etc. ne peuvent plus fonctionner. Et on commence à avoir des allégations de patients qui décèdent ou alors d'hôpitaux qui doivent fermer. Mais surtout, l'accès à l'eau. Comme vous savez, au Yémen, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de lac. La seule façon d'avoir accès à l'eau, c'est de pouvoir pomper l'eau du sous-sol. Et sans électricité, sans ces moyens mécaniques, c'est extrêmement difficile d'avoir accès à l'eau. Et ici, on parle de près de 26 millions de populations qui, si une solution extrêmement rapide n'est pas trouvée, va se retrouver à plus avoir accès à l'eau. Et on sait tous quelle catastrophe humanitaire ça va créer en très peu de temps s'il n'y a pas une solution immédiate qui est trouvée. Et là, il ne faut pas compter sur les organisations humanitaires, et là je parle de MSF, du CICR, de l'ensemble des agents des Nations Unies, pour pouvoir fournir ce fuel. La seule possibilité d'avoir le fuel qui a accès aux structures les plus essentielles, c'est de remettre en place le système commercial qui fonctionnait auparavant et qui va permettre de distribuer ce fuel dans ces structures essentielles, tout en acceptant l'idée qu'une partie de ce fuel sera aussi dérivée peut-être par les partis au Yémen pour des raisons militaires. Deux autres éléments qui nous concernent aussi beaucoup, c'est la nourriture. 90% de la nourriture et de l'importation au Yémen. Il y a toujours de la nourriture aujourd'hui, on n'est pas en train de subir une famine, mais le problème c'est que les gens n'ont plus de revenus et les prix ont quintuplé ou sont 6 fois supérieurs qu'avant. Donc il n'y a plus un accès de la majorité de la population à cette nourriture. Et la même chose que pour le fuel, il y a une nécessité de rouvrir le système commercial. Et finalement, un dernier élément qui sont les médicaments pour les maladies chroniques, pour les maladies normales, entre guillemets, qui ne sont pas liées à l'urgence médicale. Aujourd'hui, il y a un réel problème d'approvisionnement. Et aussi, on a des allégations de patients qui décèdent faute de traitement approprié. Et c'est réellement une urgence pour nous et quelque chose sur lequel on doit travailler, non seulement avec la coalition, mais avec l'ensemble des parties au conflit au Yémen. Vous évoquez effectivement les difficultés d'approvisionnement. Alors je crois qu'un bateau vient d'arriver à Hodeïda aujourd'hui ou hier, je crois.
Non, effectivement, les choses se sont améliorées. On a effectivement, au départ, on voyait dans le film qu'on a eu de la peine en termes de canal de communication avec la coalition, d'obtenir les autorisations de faire poser des avions avec l'assistance médicale. Et maintenant, quand on parlait justement des personnes déplacées, on voulait prépositionner de l'assistance, de la nourriture et de la non-food item pour à peu près 20 000 familles, ce qui correspond à peu près à 140 000 personnes, pour les déplacer. Et finalement, à travers Oman, à travers Salalah, il y a un bateau qui est arrivé effectivement hier dans le port d'Odessa avec cette assistance qu'on va maintenant distribuer dans l'ensemble du pays en fonction des besoins, en fonction de nos évaluations et en coordination avec l'ensemble des organisations humanitaires pour que chacun définisse où est-ce qu'on veut travailler. Vous évoquez coordination des organisations humanitaires. Qui est présent au Yémen ? Traditionnellement, peu d'organisations. Plus grand monde. Bon, après, il faut toujours définir de quoi on parle. On sait que les Nations Unies ont évacué leur staff expatrié. Ils ont toujours un staff local, mais c'est extrêmement compliqué pour un staff local de faire le travail par eux-mêmes parce qu'il y a toujours un problème de perception au Yémen. On est très vite perçu comme appartenant à une famille, à une région, et c'est très compliqué de pouvoir être accepté en tant que tel quand on fait des évaluations. Donc pour nous, c'était très important, MSF et le CICR, de maintenir une présence expatriée, malgré toutes les difficultés sécuritaires, pour pouvoir faire ces évaluations et pour pouvoir répondre au mieux aux besoins qui sont liés à cette nouvelle couche de conflit. On n'est pas assez nombreux, il y a beaucoup d'ONG, ou la plupart des ONG ont quitté le pays, les besoins sont énormes, mais d'un autre côté, il ne faudra pas oublier que les défis sécuritaires sont très élevés également, ils sont même en augmentation. Il faudra faire toujours la difficile balance entre la valeur ajoutée de la présence et de la réponse humanitaire avec le risque sécuritaire, et c'est quelque chose qu'il faudra vraiment prendre en compte dans les semaines et mois à venir aussi. Et évoquons justement un peu plus les éléments sécuritaires. Traditionnellement, le Yémen, avant même ce conflit, avant l'intervention de la coalition, c'était un pays où il était déjà difficile de circuler d'un endroit à l'autre, où les kidnappings étaient carrément industrialisés, où la sécurité était pas déjà garantie de toute façon. Donc ça s'est encore aggravé. Et quand vous évoquez par exemple les circuits de distribution commerçants, quel est le premier facteur en fait qui restreint ces circuits commerçants ? Les belligérants eux-mêmes au sein de l'espace yéménite, ou alors les bombardements de coalition ? Alors pour ce qui concerne la sécurité, c'est effectivement un défi permanent. Je donne juste un exemple. Quand je suis arrivé au Yémen il y a un peu plus de 2 ans, on avait un nombre d'incidents de sécurité hallucinant pour une organisation telle que le CICR. Je vous donne un exemple. Il y avait une liste qui était donnée par une organisation, une ONG qui s'occupe de la sécurité, qui essayait d'exprimer le nombre d'incidents de sécurité les 6 dernières semaines, sans donner le nom de l'organisation. Et sur les 18 incidents sérieux que l'ensemble des organisations humanitaires avaient eus, il y en avait 16 qui concernaient le CICR. Et ça, on a commencé à se poser la question pour savoir quelle était la raison, comment on pouvait améliorer ça. Il y avait différentes raisons. C'était le fait que le CICR était très présent, avec une grosse délégation, donc on avait une exposition au risque un peu plus grande. On avait des problèmes peut-être de règles de sécurité. Mais essentiellement, et ce qui est vraiment très important au niveau du Yémen, c'est la connaissance, le réseau avec non seulement les groupes armés, mais tous ces tribus, sous-tribus, clans, sous-clans, qui font qu'on doit mieux les comprendre, on doit mieux comprendre leurs besoins comme ils doivent mieux nous comprendre. Et c'est qu'à travers le temps et le fait qu'on s'approche de ces communautés, qu'on soit proche d'elles, qu'on discute avec elles, qui nous permet d'avoir une sécurité qui s'améliore et qui permet d'avoir aujourd'hui, je crois, le MSF et le CICR ont un accès quasi total dans l'ensemble du pays et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir avoir une meilleure réponse humanitaire. Sachant que, parce que ça reste le Yémen, si on veut aller de Sanaa à Mareb, il ne faut pas croire que c'est facile, il faut faire en tout cas une quarantaine d'appels, des chers, des sous-chers, il y a 200 km, et que si seulement un de ces interlocuteurs à travers les 40 refuse l'accès, on doit tout réévaluer parce autrement on a un gros risque d'avoir un incident de sécurité. Donc ça reste très complexe et ça va le durer dans le futur, d'autant plus avec l'émergence de groupes extrémistes. On a parlé de Al-Qaïda qui quelque part se renforce d'une certaine manière, de l'État islamique aussi qui commence à prendre une présence au niveau du Yémen. Ce sera tous des challenges supplémentaires. Maintenant, par rapport à la distribution de l'assistance, quels sont les problèmes ? Qu'est-ce qui bloque l'arrivée de cette assistance ? Tout d'abord, c'était au niveau de la coalition.
compétition, de s'assurer qu'on permette les tankers d'arriver au port, même si certains des ports sont endommagés, de permettre l'importation de l'assistance, et surtout aussi après, au niveau des différents parties au combat, de s'assurer aujourd'hui qu'on puisse avoir un accès et que les camions qui transportent cette assistance arrivent. C'est pas toujours évident. On avait la prétention de croire au départ, une fois qu'on avait reçu l'assistance médicale et qu'on avait une acceptation de l'ensemble des parties, qu'on arriverait à passer les checkpoints et distribuer cette assistance sans trop de problèmes. Il s'est avéré que c'était plus compliqué, parce qu'évidemment, dans une situation de guerre et d'une telle tension au Yémen qu'il y a actuellement, quand vous passez un checkpoint et vous dites que le camion que vous escortez est rempli d'assistance, pas pour vous, mais pour votre ennemi que vous combattez quelques kilomètres plus loin, évidemment, c'est humain, c'est un peu compliqué pour les soldats au checkpoint d'accepter qu'on aille distribuer cette assistance. Donc on y travaille, c'est compliqué, c'est des challenges de tous les jours. On a des problèmes aujourd'hui d'accès sur le terrain, même si l'assistance est là, c'est difficile, mais on a notre travail de persuasion et on espère qu'on arrivera à pouvoir amener cette assistance à l'ensemble des personnes dans le besoin. On va revenir tout à l'heure sur la façon dont le CICR justement parle avec tout le monde, essaie de parler et d'agir avec tout le monde. Je me retourne vers vous, Marie-Elisabeth Ingres, donc chef de mission donc MSF. MSF était présent depuis longtemps au Yémen, déjà je crois. Oui, depuis les années 90. Depuis les années 90, pas partout. Non, on a bougé en fait selon les besoins. On a été dans le sud un moment, dans le nord durant les guerres de Saada. Et actuellement, nous sommes un peu partout en fait, dans l'ouest du pays pour répondre à l'urgence. Donc à Aden et dans le sud, à Thèse, où il y a également beaucoup de combats, Al-Daleh, Sanaa, Saada, gouvernorat d'Adja et Amran, en fait tout l'ouest du pays où il y a soit des combats, soit des bombardements et soit des déplacés. Alors pour compléter ce que vient de dire Cédric Schweizer, MSF, donc j'imagine beaucoup de chirurgie de guerre, puisque les principales victimes en fait, de l'opération militaire de la coalition, les bombardements, ce sont comme d'habitude les civils. Les chiffres sont difficiles à cerner, on parle de 2000 morts, mais les chiffres apparemment sont difficiles à répertorier dans les hôpitaux, et puis alors tout le travail dans les hôpitaux, bien sûr, autour des populations. Alors les chiffres, c'est un vrai cauchemar. Moi, je ne vais vous parler que des chiffres MSF, parce qu'en fait, avoir des chiffres sur le nombre de morts et de blessés est quasi en effet impossible, puisque de toute façon, notamment à Aden, Taez, Al-Daleh, enfin tout le sud, il y a eu des périodes, notamment tout le mois d'avril, où les blessés n'étaient de toute façon pas en mesure d'accéder aux hôpitaux. Donc nous savons très bien qu'il y a eu énormément de personnes qui sont tout simplement mortes de leurs blessures. À Aden, je peux vous donner un exemple. Depuis le 19 mars, qui est un petit peu le début des combats, nous, dans notre hôpital, seul hôpital MSF, nous avons reçu plus de 2200 blessés. Et donc, ça fait à peu près une moyenne de 50 blessés par jour. Demandez à un directeur d'hôpital ici à Paris comment il fait pour gérer 50 blessés par jour, sachant que ce sont des blessés qui demandent plusieurs opérations chirurgicales, qui demandent bien sûr un suivi sur le long terme. C'est vraiment extrêmement, extrêmement lourd. C'était essentiellement des blessés par balle, parce qu'à Aden, c'était essentiellement des combats de rue avec des snipers sur les bâtiments. Ce n'est qu'après qu'il y a eu beaucoup plus de bombardements. Et c'est vrai qu'on s'est d'abord occupé des blessés, mais il ne faut surtout pas oublier ce que j'appellerais les victimes indirectes du conflit, que ce soit à Aden ou à Saada. Ce sont les femmes, les enfants, les malades chroniques qui n'ont plus accès aux soins de santé parce que bombardement, parce que manque d'essence et parce que le système de santé est en train de complètement s'effondrer dans tout le pays. C'est-à-dire qu'à Sanaa, comme le disait Cédric, à cause du manque d'essence, certains hôpitaux ont dû couper leurs services. Ils ont évidemment plutôt gardé les salles d'urgence plutôt que les services sur le long terme. Beaucoup d'employés étaient en fait des employés indiens, philippins et sont partis au début des bombardements. Donc en fait, on a une situation assez difficile en termes de santé. Et nous, dans notre hôpital à Ramire, qui était un hôpital un peu généraliste, nous recevons des cas de malades que nous ne sommes pas en état de soigner, parce que ce n'était pas du tout le type de malade que nous étions en mesure de soigner. Nous recevons des personnes dans des conditions de plus en plus difficiles, des femmes enceintes qui arrivent avec des complications que normalement en temps normal nous pourrions
gérer sans aucune difficulté, des enfants avec des maladies tout à fait basiques mais qui en meurent parce qu'il n'y a plus de possibilité d'accéder aux hôpitaux.